Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo sur comment faire le tour du monde. Alors aujourd'hui je vais te parler dans les grandes lignes des démarches administratives. Donc on va voir dans un premier lieu quoi faire de ton travail. Parce que tu vas forcément quitter ton travail mais en fait il y a plusieurs solutions pour le faire. Ensuite on va un petit peu parler assurance voyage et enfin on va parler de tout ce qui est impôts, résiliation d'assurance, les trucs comme ça quoi. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, en fait, si j'avais un générique, je l'aurais mis maintenant, mais j'en ai pas, donc tant pis. Alors, comment quitter son travail pour faire le tour du monde? Moi, je vais partir du principe que tu es salarié, et en fait, il existe trois solutions. La démission, la rupture conventionnelle ou le congé sabbatique. Sinon, il y a aussi l'abandon de poste. Alors là, ben, tu te barres, ça rien dire à personne. Les mecs vont t'attendre au boulot et ils vont t'attendre un bon moment. Ça peut être marrant, mais je te déconseille. Donc la démission, bah, c'est tout simple, hein, tu te barres, ça rien du tout, tu écris une petite lettre. Merci Monsieur le Président, c'était bien sympa bosser avec vous, mais maintenant j'en ai marre, je me casse un tour du monde. Voilà, il n'y a pas plus simple. Ensuite, il y a la rupture conventionnelle. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? En gros, tu vas négocier une rupture de contrat avec ton employeur et tu vas partir avec un petit peu de sous et tu auras aussi droit au chômage. Donc bon là je te cache pas qu'il faut quand même bien s'entendre avec son employeur quoi parce que bon lui ça le met un peu peut-être dans la merde entre guillemets parce qu'il perd un employé et en plus il doit te donner des sous. Après ça peut aussi très bien se passer, peut-être que le mec en a marre de toi et qu'il veut absolument que tu t'en ailles. Donc ben, ça va lui faire plaisir que tu lui demandes de partir quoi. Mais c'est déjà un peu plus rare. Donc voilà, la rupture conventionnelle, si tu es en mauvais terme avec ton employeur, ça aura quand même peut-être du mal à passer. Et enfin, il y a le congé sabbatique. Alors, le congé sabbatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un congé sans solde d'une période de 6 à 11 mois. Donc, comment ça marche? Alors, je vais te faire les grandes lignes un peu parce qu'il y a pas mal de règles. Déjà, il faut que tu travailles dans l'entreprise depuis minimum 3 ans, je crois. Ensuite, donc, c'est une durée de 6 à 11 mois. Il ne faut pas que tu aies déjà pris un congé sabbatique avant, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc ça fonctionne sur demande. Et il faut savoir qu'on n'a pas le droit de te le refuser pour les entreprises supérieures à 200 salariés. On peut te le repousser jusqu'à 3 fois, mais on n'a pas le droit de te le refuser. Donc au bout d'un moment, bon, ils peuvent repousser, mais ils sont obligés d'accepter en fait. Voilà, les lois du travail en France, tu vois, c'est pas si mal que ça en fait. Donc, qu'est-ce qu'il reste à dire sur le congé sabbatique? Donc, évidemment, il faut faire une demande. Bon, il va falloir peut-être un peu négocier avec ton employeur. Pour mon propre cas, bah, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai été simple ouvrier, tu vois, donc on ne pouvait pas me dire, voilà, tu es indispensable, il faut absolument que tu restes et tout. Non, ça ne marchait pas comme ça. Donc, j'ai déposé ma demande, ça a été accepté et je suis donc parti pour un an. Donc oui, la durée du congé, c'est maximum 11 mois, mais comme généralement tu débrouilles pour pas poser tes congés normaux, entre guillemets, tu rajoutes tes congés derrière, quoi. Donc tu arrives à peu près à un an de congé sabbatique. Et donc à la fin de cette période de congé, donc, tu reviens dans l'entreprise et tu gardes ton poste, tu reprends le poste que tu avais auparavant. On n'a pas le droit de te filer un poste moins bien payé ou un truc complètement différent, quoi. Tu seras toujours sur un poste équivalent et au même salaire. Donc pourquoi j'avais choisi cette solution? Mais tout simplement, c'est le gros avantage. Quand tu reviens du tour du monde, tu n'as plus beaucoup d'argent. Donc il faut quand même gagner de l'argent assez vite. Donc là, ça te donne quand même un filet de sécurité. Tu vois, tu reviens, tu as déjà un boulot, donc tu gagnes ta vie et dès le premier mois, tu auras un salaire, quoi. Donc c'est quand même vachement pratique. Le seul problème, c'est que voilà, ça te donne une deadline, quoi. Donc tu es obligé à un moment de revenir, quoi. Enfin, tu es obligé. Après, comme je le disais tout à l'heure, tu peux toujours faire un abandon de poste. Bon, finalement, je reviens pas, je reste au Brésil, c'est trop bien. Et puis tant pis, hein, ils vont trouver quelqu'un pour me remplacer. Bon, là aussi, pour le congé sabbatique, il faut quand même bien s'entendre avec ton employeur, hein. Si tu es un chieur, que tu n'es pas trop apprécié du RH ou quelque chose comme ça va être un peu plus dur. Bon, encore une fois, on ne peut pas te le refuser, mais on peut te le repousser et c'est un peu chiant. Chaque fois, le mec va te le repousser à un an et demi, le truc, ou quelque chose comme ça.
ça peut être assez embêtant, quoi. Mais toutefois, à mon sens, c'est quand même la meilleure solution. Alors pour la petite anecdote personnelle, moi quand j'ai eu mon rendez-vous pour négocier mon congé sabbatique, on a quand même essayé de me mettre gentiment dehors, de me placer une rupture conventionnelle, quoi. Donc bon, elle a un peu tout essayé, la RH, elle m'a proposé, vous savez, si vous faites rupture conventionnelle, vous aurez un peu de sous et tout. Ensuite, elle a essayé la peur, oui, mais quand vous reviendrez, vous aurez certes le même poste, mais peut-être qu'on vous fera travailler de nuit, tu vois, tous les trucs comme ça. Enfin, j'ai bien senti qu'on essayait de me pousser vers la sortie. Alors, bon, tu vas me dire, partir avec un peu de sous, c'est pas mal, mais encore une fois, moi, je voulais ce filet de sécurité, que quand je revienne, j'ai du boulot, quoi. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Après, bon, je suis revenu, j'avais mon boulot. Et encore, en plus, pour finir sur la lancée, une semaine après qu'on ait signé le truc, quoi, que voilà, c'était d'accord, j'avais même fait signer un contrat, ça aussi, fait toujours signer quelque chose, hein. Juste un accord verbal, ça ne sert à rien. Donc fais-toi toujours signer un petit papier, un petit contrat, ok, la rupture conventionnelle, de tel jour à tel jour, machin, c'est obligatoire, quoi. Les promesses en l'air, ça ne sert à rien. Et la preuve, c'est que moi, une semaine plus tard, bon, j'étais en train de bosser tranquille, et je vois la RH se ramener, grand sourire, et puis tu vois, elle commence à tourner autour de moi, comme ça, et je voyais que c'est ces gens-là qui ont envie de te demander un truc, mais ils savent pas trop comment aborder la chose. Donc, bon, là, je l'ai vu venir, je savais ce qu'elle allait demander, donc elle s'approche, elle me fait, oui, Patrice, vous savez, votre collègue, il va partir à l'hôpital, là, est-ce que par hasard, alors là, j'ai compris dessus, je lui fais, écoutez, non, c'est trop tard, c'est signé, donc il fallait y réfléchir avant, quoi, tu vois. Et elle me dit, ah oui, vous avez déjà vos billets d'avion, etc. Donc, moi, je lui dis, oui, bien sûr, ah, ça y est, j'ai tout booké, là, les hôtels et tout. Bon, c'est sûr, j'avais rien fait du tout, quoi. J'avais juste mon itinéraire de prévu, mais bon, voilà, quoi. Il était hors de question, hein, maintenant que c'était acté, que c'était oui, que je change d'avis, que je repousse le truc dans ma tête, j'étais déjà parti, quoi, tu vois. Donc voilà, bah finalement ça s'est bien passé, je lui ai dit non et je suis parti quoi, c'est 6 mois plus tard à peu près, quoi. Voilà, c'est terminé pour cette partie sur comment quitter son travail, et maintenant je vais te parler un tout petit peu de l'assurance voyage. Alors quand tu pars en tour du monde, est-ce qu'il faut une assurance voyage? Donc je vais te répondre tout simplement oui. Alors c'est pas obligatoire, hein. Le principe d'assurance, c'est quoi? Ben, c'est que tu payes un truc que tu n'as pas forcément besoin, mais quand tu en as besoin et que tu l'as pas, tu as l'air con. Donc là, pour un an, il vaut mieux la prendre parce qu'en un an, il peut s'en passer beaucoup des choses. Alors autant pour 15 jours, moi, tu vois, je n'en prends pas. J'estime que c'est pas la peine, c'est mon propre choix. Autant là, pour un an, ouais. Parce que, encore une fois, il peut arriver pas mal de choses. Alors une assurance voyage, qu'est-ce que ça couvre? Ben, encore une fois, ben, c'est un peu comme tout, ça dépend du prix que tu y mets. Donc dans les grandes lignes, elle couvre ouais, tout ce qui est vol de bagages, perte de bagages, attention quand même, j'y reviendrai plus tard. Des fois il y a le vol annulé, et bien sûr tout ce qui est le plus important, c'est les dépenses de santé. Donc les frais de médecin, les frais d'hôpitaux et le rapatriement. C'est ça qui est le plus important, tu vois. Donc faut bien faire gaffe à tout ce qui est franchise aussi, les trucs comme ça. Bon là, je te laisse te renseigner, il y a plein d'articles, de blogs qui sont bien faits sur ça. Mais ouais, l'assurance voyage, c'est un peu obligatoire pour un tour du monde. Alors le petit point que je voudrais souligner, c'est tout ce qui est perte et vol de bagages. La perte en fait de bagages, il faut que ce soit vraiment genre une compagnie de bus qui te le perd, quoi. Si c'est toi qui oublies genre ton appareil photo dans le bus, quoi, c'est mort, tu ne seras pas remboursé, quoi. Et pour te faire rembourser, faut savoir, là ça marche pour toutes les assurances pareilles, c'est la croix et la bannière. Il va te falloir un PV de police, mais il te faut aussi une note de la compagnie de bus ou les trucs comme ça. Et bon, c'est le genre de truc à obtenir, ça peut être la merde, quoi. Dans des pays étrangers, imagine en Chine, quoi, aller obtenir un truc, une déclaration de vol, un truc comme ça, j'imagine à peine le bordel que ça doit être, tu vois. Donc ouais, faut faire attention à ce genre de truc, hein. Faut pas t'imaginer que parce que tu payes cher, tu vas être automatiquement remboursé. Et bien souvent, c'est
pas forcément l'assurance la plus chère, la plus intéressante. Je te cite un exemple tout bête quand je faisais mes recherches d'assurance. Il y en a une qui était bien plus chère que les autres en fait. Et en cas de perte de sac à dos ou de vol, elle ne te remboursait pas le matériel multimédia, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui est appareil photo, caméra, PC, tout ce que tu veux, ce n'était pas remboursé. Donc c'est le genre de truc, voilà, c'est le plus important à rembourser. Moi je m'en fous qu'on me rembourse mes t-shirts, slips et chaussettes, tu vois. Le plus important, c'est l'appareil photo à 1000 euros, c'est le PC à 500 euros. Bon voilà quoi. Donc, encore une fois, quand tu fais tes recherches d'assurance, faut bien te renseigner, bien voir toutes les petites lignes, parce qu'il y a toujours des petits pièges, des trucs comme ça. Parce que voilà, c'est quand tu auras un problème, tu te rends compte qu'en fait, tu t'es fait enfler, quoi. Ah, et point à ne pas oublier aussi, il faut savoir que dans certains pays, tu es obligé d'avoir une assurance voyage pour obtenir un visa. Donc, tu vois, tu seras forcément obligé d'en prendre une de toute façon. Voilà, honnêtement, c'est obligé, il faut prendre une assurance voyage. Voilà, maintenant on attaque la dernière partie, vraiment, tout ce qui est démarche administrative. Alors, faut savoir que là, quand tu feras ça, tu seras déjà dans ta tête, tu seras parti là. C'est vraiment la dernière ligne droite, quoi. C'est le truc que tu feras au dernier moment, genre le dernier mois, la dernière semaine avant de partir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, les visas déjà. Donc, bon, les visas, alors ça dépend les visas. Il y a certains pays qui te les demandent genre un mois avant de partir, d'autres tu peux les faire 3 mois avant de partir. Ça dépend des pays, mais c'est le truc que tu devras faire avant, quoi. Bien entendu, vérifier si ton passeport est bon, etc. Bon, les trucs de base, quoi. Ensuite, quelque chose à ne pas oublier, c'est faire attention à ta carte bleue. Est-ce qu'elle est toujours valide? Est-ce qu'elle ne va pas se périmer pendant ton tour du monde? Parce que si ta carte se périme pendant le tour du monde, alors là, ça va être le gros bordel, quoi. Tiens, enfin, t'imagines le truc. Donc ensuite, chose la plus importante, ce sont les impôts. Donc les impôts, forcément, comme tu auras travaillé l'année d'avant, pendant ton tour du monde, tu vas devoir payer tes impôts. Donc pour ça, il va falloir te domicilier en France. Donc tu n'habites pas en France, mais il te faut quand même une adresse en France. Donc là, tu choisis ce que tu veux, amis, parents, cousins, bon, ce que tu veux, mais il te faut une adresse en France. Ensuite, ce que je te conseille bien évidemment, c'est d'avoir le tout Internet. Donc faire les déclarations sur Internet, etc. C'est la base, quoi. Il faut que tu ne reçoives rien par courrier. Donc il faut penser à prendre tout ce qui est identifiant, etc. avec toi, au cas où il y ait le moindre problème, pour que tu puisses les régler depuis là où tu seras, hein. Imagine, je sais pas, tu es au Venezuela, voilà, il y a un problème dans ta déclaration d'impôt, il faut que tu puisses régler ça depuis chez toi, quoi. Alors normalement c'est faisable parce que quand même le site du gouvernement impôt ou je sais pas quoi, c'est quand même assez bien fait. Donc moi j'ai jamais eu de problème, quoi. En plus je suis parti en septembre, donc j'avais déclaré juste avant de partir, donc tout s'est fait bien. Ils m'ont piqué mon pognon pendant que j'étais en voyage, quoi. Voilà, c'est le fisc, quoi. Donc ouais, alors très important, se domicilier en France. Pour la taxe d'habitation, c'est pareil. Tu payeras, alors où tu es hébergé en titre gratuit, bon là ça dépend des situations encore, mais ouais, tu paieras certainement une partie de la taxe de l'habitation de la personne chez qui tu es domicilié. Voilà, ça se passe comme ça. Bon, après, il y a peut-être des petites astuces pour pas le faire, mais moi, comme je déteste les démarches administratives, c'est pas le truc que j'ai cherché, quoi. J'ai donné le pognon et puis voilà, quoi. Ensuite, un truc à savoir aussi, si tu gardes ta voiture, que tu ne veux pas la vendre, tu vas avoir une voiture en revenant en France, il faut quand même que tu payes une assurance, même si tu ne l'utilises pas. C'est obligatoire, c'est comme ça. Tu as une voiture, tu ne l'utilises pas, il faut quand même payer une assurance. Donc forcément, ben, tu vas t'assurer au minimum, prends l'assurance la moins chère possible pour éviter de payer le moins possible pendant ton tour du monde. Parce que l'objectif, c'est ça en fait. Tu vois, ça fait partie, j'en parlais dans la dernière vidéo, je crois, sur le budget, ça fait partie des dépenses françaises en fait.
Donc pendant ton voyage, en fait, tu vas payer des trucs en France, même si tu les utilises pas. Donc les impôts, l'assurance, le téléphone, des trucs comme ça. Donc là, voilà, il faut t'assurer au minimum, mais il faut assurer ta voiture. Après, il paraîtrait qu'il existe une solution pour pas payer l'assurance, mais c'est un peu compliqué. En gros, faut sortir les quatre roues, faut démonter la batterie, faut vider le réservoir, faut faire passer un expert pour montrer qu'elle est pas roulante et tout. Parce qu'en fait, il part du principe que même si ta voiture ne roule pas, que tu l'utilises pas, elle peut provoquer des dommages au tiers. Je sais pas, elle explose, tu sais pas pour quelle raison. Ta bagnole explose, elle provoque dommages au tiers. Donc voilà, il faut être au minimum assuré au tiers. Ensuite, imaginons tu ne veux pas perdre ton numéro de téléphone portable, eh bien il va falloir payer un abonnement de téléphone portable. Donc là, pareil aussi, tu prends le minimum, le moins cher possible et ben, tu paieras tous les mois un abonnement. Alors à l'époque, moi j'avais cherché pour essayer d'avoir un abonnement mondial qui marche sur tous les réseaux. Bah, ça n'existait pas. Peut-être que maintenant ça existe, je sais pas, mais je pense pas parce que c'est un peu compliqué avec les réseaux et tout. En gros, il te faudrait un téléphone satellitaire comme les aventuriers, les trucs comme ça. Mais sur nos petits téléphones à nous, ça marche pas. Alors ça existe pour quelques pays. À l'époque où j'avais regardé, encore une fois, c'était en 2017. Hein. Ça existait, ben, il faisait quoi ouais, il faisait Europe, Amérique, États-Unis et Canada, quoi. Donc, ben, moi, j'ai fait aucun de ces pays ou régions, donc ben, j'en avais pas l'utilité, mais ça existe. Si par exemple tu fais ben, pas un tour du monde, mais un grand voyage aux États-Unis, ben, sache que tu peux acheter un forfait français et voilà, et utiliser ton téléphone avec une SIM française. Et enfin, il y a tout ce qui est résiliation de contrat, donc tout ce qui est EDF, gaz, eau, box internet. Bon, généralement, ça se passe assez facilement pour tout ce qui est EDF, GDF, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça s'appelle plus GDF maintenant, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Mais ouais, tu peux faire ça par internet et tout. Normalement, ça se passe bien. Pour moi, ça s'était très bien passé. Pour la box internet, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut faire une lettre écrite de résiliation. Et surtout, il ne faut pas oublier de renvoyer ta box internet, hein, parce qu'il faut savoir, enfin, tu le sais sans doute, mais ta box internet, tu la loues. Donc, il faut penser à la renvoyer, etc. Mais c'est chiant et long, mais c'est pas bien compliqué à faire. Ah, une autre chose à laquelle je viens de penser, bien sûr, c'est prévenir ta banque. Bon, ça c'est important, hein, parce que s'ils voient des dépenses qui sont faites dans des pays étrangers qui ne sont pas au courant, ils vont bloquer ta carte. S'il y a un problème aussi, bon, ils pourront t'aider puisqu'ils seront au courant de la situation. Mais aussi, il y a certaines banques comme la mienne qui ont des pare-feux dans certains pays. C'est-à-dire que tu arrives dans le pays et tu ne peux pas retirer avec ta carte. Il y a ben, un pare-feu, un mur, quoi. Donc il faut les avertir en fait quand tu vas ou tu leur donnes les dates, à quel moment tu seras dans le pays, pour qu'ils retirent ces pare-feux et que tu puisses utiliser ta visa. Sans ça, tu peux te retrouver rapidement dans la merde, quoi, tout simplement. Bon, moi j'ai eu par exemple un gros problème, je me suis fait pirater ma carte quand j'étais au Guatemala. Mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai un de ces jours en vidéo. Et pour la suivre, il faudra t'abonner. Et voilà, tu vois, le mec est malin, quoi. Voilà, donc c'est terminé sur cette vidéo sur comment faire le tour du monde, les démarches administratives. Alors voilà, c'est le moment de l'autopromo. Donc si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce, tu commentes. Surtout, abonne-toi pour ne rien rater des autres vidéos. Donc voilà, il faut t'abonner, il faut cliquer sur la cloche aussi. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc le plus où je suis actif, c'est Instagram. Mais voilà, j'ai aussi Twitter, Facebook, Pinterest aussi, c'est sympa. Donc voilà, les réseaux sociaux. Ensuite, ben, tu peux aller lire mon blog aussi. Donc https mesyeuxsurlemonde.com, un blog excellent qui mérite d'être lu et d'être connu.
Donc voilà, et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!